Habituellement, quand on regarde l'étiquette d'un vêtement contemporain, on y trouve des instructions d'une banalité, enfin, vraiment affligeante. Ouais, du genre laver à 30 degrés, quoi. C'est ça. Laver à 30 degrés, ne pas mettre au sèche-linge. Repasser à faire doux. Exactement. C'est purement fonctionnel, presque clinique en fait, hein. On nous donne la composition de la matière, on nous indique comment ne pas l'abîmer en machine, et puis le récit s'arrête là. Le vêtement moderne est silencieux, en fin de compte. Oui, il est muré. Il est même conçu pour être silencieux. Dans notre rapport actuel à la mode, le tissu est complètement éphémère, il est interchangeable. Ouais, on le jette à la fin de la saison. Voilà. Il couvre, il décore, mais il n'a certainement pas la prétention de raconter une épopée historique ou de porter la charge d'un héritage millénaire. Mais imaginons alors une seconde qu'on tienne entre les mains une étoffe, tu vois, dont l'étiquette invisible dirait plutôt quelque chose comme contient l'âme des ancêtres, le feu inextinguible d'un haut fourneau. Rien que ça. Oui, le sang versé pour défendre la terre et la promesse absolue que notre peuple ne disparaîtra jamais. Là, c'est clair qu'on change de paradigme. Totalement. On quitte l'industrie textile pour entrer directement dans la philosophie et même, je dirais, dans la résistance. Et c'est exactement la mission de notre exploration approfondie aujourd'hui. Une mission fascinante, d'ailleurs. Je suis bien d'accord. Nous analysons aujourd'hui un ensemble de notes et de recherches historiques vraiment captivantes qui portent sur une étoffe bien spécifique, le fameux tissu bassar originaire du nord du Togo. C'est un document incroyable. Et l'objectif de notre décryptage, ça va être de comprendre comment un simple objet du quotidien, juste un assemblage de fils de coton, a pu être ingénieusement conçu pour devenir un livre ouvert. Et une véritable carte du destin pour tout un peuple. Ok, alors décortiquons un peu tout ça, parce que la documentation que nous avons sur cette étoffe révèle qu'il faut, d'entrée de jeu, abandonner l'idée de simple décoration. Ah oui, complètement. Ce que les artisans bassards ont créé ici, c'est ce qu'on pourrait appeler une architecture de la mémoire. Une architecture, oui, c'est le mot. Chaque fil, chaque teinte, chaque motif, c'est une décision délibérée. C'est fait pour résoudre un problème fondamental, en fait. Lequel? Comment s'assurer que les générations futures n'oublieront jamais d'où elles viennent et surtout, n'oublieront pas les épreuves que leurs ancêtres ont surmontées. C'est puissant quand on y pense. L'analyse de ces sources montre vraiment une harmonie visuelle qui est conçue pour jeter un pont indestructible à travers le temps. Exactement. Et avant même de regarder les dessins complexes brodés dessus, les sources insistent sur la nécessité de comprendre le support lui-même. Les fameuses pages de ce livre textile. Voilà. Ces pages, ce sont les couleurs et les formes générales. Et la première chose qui saute aux yeux quand on déploie le tissu bassard, c'est sa structure en bande verticale. Ah oui, ce ne sont pas des petites rayures discrètes, hein. Ah non, pas du tout. Ce sont de larges colonnes très contrastées. Et ce mouvement vertical, il évoque immédiatement une dynamique. Une énergie, quoi. C'est ça, une énergie qui monte ou qui descend. On pourrait presque y voir l'élan des rayons du soleil qui frappent le sol, ou même des colonnes de flammes qui s'élèvent vers le ciel. Pas Absolument pas anodin. Tu vois, une ligne horizontale, ça suggère le repos, l'horizon, parfois même la stagnation. Le calme plat, en gros. Voilà. Alors que la ligne verticale, elle est active. Elle relie littéralement le monde terrestre au monde céleste. Et les couleurs qui remplissent ces colonnes, elles portent tout le poids de l'histoire locale. Quand on lit les textes, ils décrivent un rouge vif, omniprésent. Un rouge très particulier, oui. Dans la cosmogonie bassare, ce rouge n'est pas juste une petite touche esthétique pour faire joli, c'est le feu brut. Le feu, la passion, la force vitale. Oui, mais il faut aussi ancrer cela dans la réalité historique de la région. Ce rouge, il rappelle littéralement les flammes des forges immenses qui brûlaient dans le nord du Togo. Les fameux hauts fourneaux. Exactement. Et il rappelle aussi le sang. Le sang qui donne la vie, évidemment, mais surtout le sang qui a été versé pour protéger un territoire qui était extrêmement convoité à l'époque. Le contexte géopolitique donne vraiment une épaisseur tragique et presque héroïque à cette couleur rouge. C'est clair. Et juste à côté de ce rouge incandescent, on trouve un jaune doré, vraiment éclatant. Oui, les recherches nous indiquent que ce jaune symbolise la lumière du soleil, mais aussi la sagesse des anciens. Mais il y a un détail géographique dans les sources que je trouve presque poétique, personnellement. Lequel? C'est la couleur exacte des collines dorées de la région Bassar pendant la saison sèche. Ah oui, la fameuse poussière jaune. C'est ça. Les tisserands ont littéralement capturé la teinte de leur poussière, tu vois, la couleur de leur terre natale, pour l'intégrer directement dans la trame du vêtement. C'est magnifique. La terre et la sagesse finissent par se confondre complètement. L'environnement physique devient vraiment indissociable de l'identité spirituelle. Complètement.
Cela dit, pour que ces couleurs vives, donc le rouge du feu et le jaune de la terre, puissent avoir un véritable impact visuel, elles ont besoin d'un repoussoir. D'un contraste fort, oui. Voilà. Et les notes de recherche décrivent de larges zones très sombres, du noir profond ou un bleu indigo, tu sais, presque nocturne. Des zones qui entrecoupent les colonnes lumineuses. C'est ça. Et ces teintes, elles représentent la nuit, le temps profond, la mémoire insondable des ancêtres disparus. Et c'est là que la composition visuelle devient particulièrement intelligente, je trouve. Vas-y, explique-nous ça. On pourrait penser que le noir représente le vide ou la tristesse ou même le néant. C'est souvent comme ça qu'on le voit en Occident, ouais. Exactement. Mais si on observe la façon dont les couleurs sont agencées ici, cette obscurité agit plutôt comme un écran. Oh, j'adore cette image. Un écran. Oui, imagine la voûte céleste la nuit. Ce n'est pas un espace mort, c'est le cadre protecteur qui permet aux étoiles de briller. C'est très juste. Et sur ce tissu, les zones sombres encadrent et protègent la vitalité du rouge et du jaune, du coup. Voilà, les teintes vives semblent éclater avec encore plus de force, précisément parce qu'elles naissent de cette obscurité, de cette matrice en fait. Cette idée d'écrin protecteur, ça traduit vraiment parfaitement la dualité de la pensée Bassar. On a l'impression que le tissu met en scène la coexistence de forces contraires, mais qui sont fondamentalement complémentaires. Le feu a besoin de la nuit pour être vu. Exactement. Et la vie a besoin de la mémoire de la mort pour avoir du sens. C'est un équilibre cosmique, ni plus ni moins, mais traduit en fils de coton. La force explosive du jour et du feu est stabilisée, contenue, protégée par la gravité des ancêtres. Et par la nuit. D'ailleurs, cette présence constante du feu dans la symbolique des couleurs, ça nous amène tout naturellement au motif qui trône en plein centre de l'œuvre. Le motif principal, oui. Et on ne parle pas ici d'un petit feu de bois réconfortant autour duquel on s'assoit le soir pour raconter des histoires. Ah non, pas du tout. On parle d'un feu maîtrisé, dompté, utilisé vraiment comme un outil de puissance. Au beau milieu du tissu, on trouve la figure super détaillée d'un forgeron. Il est représenté, courbé, en plein effort physique, en train de marteler le fer. Et à ses côtés, il y a ce haut fourneau, la structure traditionnelle en argile qui est utilisée pour la réduction du minerai de fer. Il faut vraiment mesurer l'importance technologique et même sociale de ce haut fourneau, non ? Oh, absolument. La métallurgie ancienne en Afrique de l'Ouest, c'était une science complexe et surtout extrêmement dangereuse. Ce n'était pas donné à tout le monde. Non, les forgerons bassards ne se contentaient pas de taper sur des morceaux de métal trouvés par havare. Ils maîtrisaient un processus presque alchimique. L'alchimie de transformer une roche noirâtre ou rougeâtre, inerte, en un matériau tranchant. Solide, capable de changer le cours d'une guerre ou de défricher une forêt entière pour l'agriculture. C'est un pouvoir immense. Et d'ailleurs, de ce motif central du fourneau, il y a de multiples flèches qui partent et qui pointent dans toutes les directions. Ces flèches, c'est un détail fascinant dans les sources. Qu'est-ce qu'elle symbolise exactement ? Les chercheurs suggèrent qu'elle représente l'adaptation et la résilience. En gros, le peuple puise son énergie à la source, au fourneau central, D'accord. mais il est capable de projeter cette force dans de multiples directions pour survivre et s'adapter. C'est super intéressant. Mais tu sais, il y a quelque chose que je trouve profondément contre-intuitif dans tout ça. Ah bon? Quoi donc? Quand on étudie l'histoire mondiale de l'art textile, en général, les pièces les plus prestigieuses, celles qui portent la fierté d'une nation, elles mettent souvent en scène des motifs très nobles, très apaisés. C'est vrai? On y voit des animaux royaux stylisés, ou alors des souverains assis sur des trônes luxueux, des jardins luxuriants, des paons. Des géométries abstraites appelant la méditation aussi. Exactement. La sueur, la saleté, l'effort physique intense, en général, c'est complètement banni de la haute couture ou des textiles de prestige. C'est caché, oui. Et pourtant, ici, le symbole ultime de la fierté de tout un peuple, c'est un travailleur manuel. Le dos courbé qui frappe du métal en fusion, c'est presque l'imagerie d'une révolution industrielle avant l'heure, quoi. C'est une excellente observation. Mais pourquoi ? Pourquoi placer un labeur aussi épuisant et physique au centre de sa propre mythologie ? Parce que, dans l'esprit bassard, ce labeur n'a absolument rien de trivial ou de dégradant. Au contraire, c'est l'acte fondateur de leur souveraineté. L'acte fondateur ? Oui, comme tu l'as dit, la haute couture européenne ou asiatique classique préférait masquer l'effort humain derrière la soie et la grâce. La culture bassard, elle, fait exactement l'inverse. Elle sacralise l'effort. Elle sacralise l'effort, oui. Le forgeron est perçu comme un initié, un maître des éléments qui possède le pouvoir de transformer la matière. C'est vrai que sans le fer extrait de ces hauts fourneaux, il n'y a pas de houe pour cultiver la terre. Hein. Ah, et donc, pas de quoi se nourrir en temps de famine. Et sans le fer, il n'y a pas non plus de lance ou d'armes pour repousser les invasions. Exactement. Donc,
Placer cet homme en sueur au centre du tissu, c'est une manière de déclarer au monde que la véritable noblesse réside dans la capacité à modeler son propre destin. Par la maîtrise de la nature, en fait. C'est ça, le pouvoir de survivre par soi-même. Le pouvoir prométhéen assumé, en somme. Prendre la poussière rouge du sol et en faire le moteur de toute une civilisation. Je suis fascinée. C'est fascinant, oui. Mais les sources nous révèlent que l'histoire racontée par ce vêtement ne s'arrête pas juste à la poussière et à l'enclume. Non, ça va bien plus loin. Les flèches du haut-fourneau pointent vers l'extérieur pour une raison bien précise. Elles relient l'effort terrestre concentré dans la forge à une dimension beaucoup plus vaste. L'horizon s'élargit brutalement à ce stade de l'analyse. Oui, parce que le tissu est littéralement constellé d'étoiles brodées. Et ces étoiles, elles apportent la dimension humaine et même cosmique à l'ensemble du tissu. Les textes précisent bien qu'elles ne sont pas là juste pour faire joli sur le fond bleu sombre, n'est-ce pas? Sûrement pas, non. Chaque étoile cousue sur le tissu représente un enfant Bassar. Un enfant. Waouh. Qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, l'étoile symbolise la naissance d'un nouveau membre de la communauté. Et ce membre est porteur d'un destin inévitable. Et par extension, j'imagine que ces astres représentent également les ancêtres? Oui, ceux qui ont quitté la Terre mais qui continuent d'exister dans la nuit, qui veillent sur les vivants. Et la disposition de ces étoiles est vraiment captivante. Elles ne sont pas dispersées au hasard, tu vois, comme on jetterait des confettis. Non, c'est très structuré. Elles forment une trame, un quadrillage régulier qui couvre l'ensemble de la surface. Et quand je parcours ces notes sur la manière dont chaque étoile, est liée aux autres pour former un réseau cosmique indissociable, Oui. je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec des concepts technologiques très actuels. Ah, je vois où tu veux en venir. On a un système où l'histoire, l'identité et la mémoire du groupe ne sont pas stockés dans un endroit centralisé, vulnérable. Comme le trône d'un roi ou un bâtiment unique qui pourrait être brûlé. Exactement. Au contraire, la mémoire est distribuée. Chaque étoile est un maillot essentiel. C'est exactement l'architecture d'un réseau décentralisé, comme la blockchain aujourd'hui. C'est une métaphore très moderne, mais ce parallèle avec une base de données distribuée est particulièrement éclairant pour comprendre la force de ce textile. N'est-ce pas? Dans un réseau décentralisé moderne, chaque nœud du système détient une copie entière du grand registre. Et si l'un des nœuds est attaqué ou disparaît, l'information globale n'est pas perdue. Parce qu'elle est portée par tous les autres. Le tissu Bassar propose exactement la même philosophie de résilience. Chaque individu, représenté par une étoile, n'est jamais isolé. Il est un nœud vital du clan. Personne ne peut effacer l'histoire des Bassar, car cette histoire ne repose pas sur les épaules d'un seul chef. Elle est partagée, intégrée et perpétuée par chaque membre, vivant ou mort. Ce grand filet d'étoiles, c'est le registre. Et pour pousser ta métaphore informatique jusqu'au bout, Vas-y. tout réseau décentralisé a besoin d'un protocole, non? Oui, un code source fondamental. Un mécanisme de consensus qui garantit que le système continuera de fonctionner, quelles que soient les attaques. Figure-toi que ce tissu possède son propre code source. Vraiment? Ce n'est pas caché. C'est écrit en toutes lettres en majuscules imposantes qui traversent l'œuvre. Bassar Kakpi. Bassar Kakpi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie « les Bassars ne meurent jamais ». Waouh, ça donne des frissons. Ce n'est pas une simple devise, c'est l'algorithme de survie de tout le système. Historiquement, ce peuple a traversé d'innombrables crises. Des crises climatiques, j'imagine. Des crises climatiques, des famines, les affres de la colonisation et des conflits régionaux extrêmement violents. Et donc, dans ce contexte de menace perpétuelle, afficher Bassar Kakpe, c'est formuler un décret d'éternité. C'est un mantra qui certifie que, même si les hauts fourneaux finissent par s'éteindre, même si la terre devient aride, l'esprit, l'identité et le savoir-faire demeureront intacts. Cette inscription, en fait, elle agit un peu comme une preuve cryptographique de leur existence. Ce n'est pas une prière pour demander à survivre, c'est l'affirmation catégorique qu'ils ont déjà survécu. Exactement. Alors, quand on rassemble tous ces éléments, l'écrin protecteur de la nuit noire, le rouge incandescent du sang et de la forge, le labeur acharné du métallurgiste érigé en noblesse suprême. Ce fameux réseau décentralisé d'étoiles. Oui, connectant les vivants aux morts. Et enfin, ce décret d'immortalité gravé au cœur du coton. Qu'est-ce que cela implique pour la personne, en chair et en os, qui enfile ce vêtement un matin? Cela implique une véritable métamorphose.
C'est-à-dire? Revêtir le tissu bâsard, ça dépasse de loin la notion d'habillement. Il s'agit d'un acte d'incorporation. On ne s'habille pas, on s'équipe. Voilà. L'individu qui le porte s'équipe d'une véritable armure de mémoire. En l'enfilant, la personne accepte son rôle de nœud dans ce vaste réseau cosmique. Ses angoisses ou ses désirs individuels s'effacent un peu du coup? Le temps de l'événement pour lequel elle le porte, oui. La personne devient la représentante physique d'une chaîne ininterrompue. C'est l'interface entre l'histoire de ceux qui maîtrisaient le feu hier et les enfants qui porteront cette identité demain. Franchement, on comprend mieux pourquoi l'expression technologie de la mémoire prend tout son sens ici. Le tissu devient une action en soi. Le porter, c'est prêter serment. C'est un engagement physique envers son peuple. Cette exploration de l'étude historique du vêtement bâsard aura prouvé une chose essentielle, je trouve. La mémoire la plus puissante n'a pas besoin d'être enfermée dans les archives climatisées d'une bibliothèque lointaine. Au contraire, Les artisans de ce peuple ont accompli le tour de force d'encoder leur philosophie, leur géographie et leur instinct de survie dans une matière souple, faite pour suivre les mouvements du corps humain. ce document textile démontre brillamment qu'un peuple forgé dans le feu de l'adversité porte en lui une étincelle collective qui refuse tout simplement de s'éteindre. C'est une belle conclusion. Tu sais, la leçon magistrale de ce tissu, c'est que la mémoire doit être portée pour rester vivante. Elle doit être exposée au monde. Oui, elle doit affronter la lumière du jour, s'imprégner de la poussière des collines, se frotter au quotidien de ceux qui continuent d'avancer. La mémoire n'est pas un objet inerte qu'on observe de loin. C'est un manteau, lourd mais indispensable, qu'on choisit de mettre sur ses épaules pour affronter le monde. C'est exactement ça. Ce qui laisse immanquablement une réflexion assez troublante quand on dresse le parallèle avec nos propres modes de vie actuels, tu ne trouves pas? Ah si, totalement. On vient de voir comment une communauté entière a su tisser son immortalité dans la trame tangible d'un bout de coton. Quelque chose qu'on peut toucher, laver, réparer. Oui. Aujourd'hui, dans notre époque frénétique, obsédée par le cloud, où l'immense majorité de notre histoire collective, de nos souvenirs, de notre identité est dématérialisée, Réduite à des 0 et des 1, des données stockées sur des serveurs distants dont nous n'avons strictement aucun contrôle physique, une fragilité s'installe en effet. On est très vulnérable. alors la question se pose. Quand on écoute cette analyse, on peut se demander quel objet matériel quotidien porte encore aujourd'hui, avec autant de force, le code source de notre histoire partagée. C'est une excellente question. Si les réseaux électriques mondiaux s'effondraient demain et que le monde virtuel s'évaporait d'un coup, aurions-nous, nous aussi, à portée de main, une étoffe ou un objet capable de raconter à nos descendants qui nous fûmes vraiment? Ou bien avons-nous, dans notre soif d'immatérialité, définitivement perdu l'art vital de porter notre propre mémoire sur nos épaules ?